1954. Les Français d'Algérie pleurent leur mort assassinée la veille. La communauté française vient d'être la cible d'une série d'attentats meurtriers. Des hommes, des femmes, des militaires, des civils. Une action violente et concertée. Ce sont les premiers morts de cette guerre qui commence. Elle va durer presque 8 ans. 8 ans d'une violence inouïe dans laquelle 1,5 million de jeunes soldats français vont être projetés. 30 000 n'en reviendront pas. Une guerre qui va provoquer la mort de centaines de milliers d'Algériens, le déplacement d'1,5 million de paysans et la destruction de centaines de villages. Une guerre qui va déraciner près d'1 million de pieds noirs de leur terre natale, entraîner l'abandon et le massacre de milliers de harkis, fidèles à la France. Une guerre qui ne dira jamais son nom et qui provoquera la chute d'une république et la naissance de la 5e République. Et pour l'Algérie, l'arrachement de son indépendance. C'est une guerre qui a duré quasiment une décennie et qui a affecté les membres de ma famille de façon très différente. Les 2 plus jeunes frères de mon grand-père ont été appelés. Certains frères sont partis en France avant l'indépendance avec l'idée de ne jamais revenir. Quant à mon grand-père, il avait décidé de rester vivre en Algérie indépendante. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Servez-vous à boire et à manger, hein. Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Je trouve que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, hein. Enfin, on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, papa, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Ben moi, je suis pied noir et corse et français. D'avancer, quoi. Moi, je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « Les événements, des faux départs et une vraie guerre ». Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes apparaissent au grand jour. Ainsi, dès 1945, les massacres de Sétif désignent la répression par l'armée française des manifestations nationalistes qui ont suivi les célébrations de mai 1945. Cette répression a fait des milliers de victimes. 9 ans plus tard, c'est le démarrage officiel du conflit, avec une attaque coordonnée du FLN contre des installations représentant l'autorité française en plusieurs endroits du territoire algérien. On est le 1er novembre 1954. Début 1955, Mendès France nomme un nouveau gouverneur général d'Algérie. C'est Jacques Soustelle. Il a pour mandat de résoudre la crise algérienne grâce à l'augmentation des effectifs de l'armée et une politique d'intégration. Effectivement, Soustelle renforce la présence administrative française dans les campagnes algériennes. Ainsi, il crée des sections administratives spécialisées avec pour objectif d'améliorer les conditions économiques des populations rurales, de développer l'éducation et la santé, et de mieux connaître, voire espionner la population algérienne. Cela ne suffit pas à calmer les velléités d'indépendance.
En août 1955, dans le Constantinois, les massacres de Philippeville et d'El Alia font des milliers de victimes. Ce sont des tueries perpétrées par les indépendantistes du FLN, suivies de représailles de l'armée française et de pieds noirs armés. En 1955, l'état d'urgence est instauré dans une partie de l'Algérie. Un an plus tard, l'armée française se voit accorder des pouvoirs spéciaux. En d'autres termes, l'armée se voit transférer les pouvoirs de la police et de la justice en Algérie. Les libertés individuelles sont suspendues. Les effectifs de l'armée passent de 200 000 à 400 000 hommes en quelques mois. En 1957 débute la bataille d'Alger. La même année, une pied-noire de Tiarette, Marie-Claire Boyer, âgée de 32 ans, est tuée avec son mari lors d'une patrouille de l'armée française qui a ensuite visiblement tenté de masquer cet assassinat. Les faits n'ont jamais été complètement éclaircis, mais Marie-Claire, tout comme ses parents, était sympathisante du FLN. C'était une famille connue dans le coin parce qu'ils avaient une maison dans la campagne près de Tiarette avec une piscine payante ouverte au public. C'était le lieu de rassemblement de la jeunesse tiarettienne. En 1958, De Gaulle fait une visite en Algérie. Il prononcera son fameux « Je vous ai compris » le 4 juin. Pendant toutes ces années, les violences s'intensifient. Attentats contre des civils, représailles de l'armée, tortures et exécutions extrajudiciaires. En septembre 1959, De Gaulle reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple algérien, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour le FLN qui réclame l'indépendance. À la fin des années 50, la violence est installée dans le quotidien de beaucoup d'habitants d'Algérie. La région de Tiarette est relativement moins touchée par les violences, en tout cas pour les pieds noirs. Les témoignages recueillis par la cousine Pascale expliquent cette tranquillité relative par le fait qu'à Tiarette, et encore davantage à Faidherbe, les Européens étaient extrêmement minoritaires et isolés. Donc, pour leur propre sécurité, ils avaient plutôt intérêt à faire profil bas. Tiarette a quand même été touchée par la guerre. Marilyn, la cousine de ma mère qui vivait en ville avec ses parents, est quasiment la seule parmi les cousins de sa génération qui a évoqué des souvenirs violents. Nous, à la Tiarette, on habitait dans un immeuble, ça faisait un enclos avec une cour intérieure. Et toi, tu disais, je suis née pendant les événements. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces événements, justement ? Moi, j'ai 2-3 souvenirs. Qu'on allait, on traversait une rue, enfin on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes, enfin, des mitraillettes, des bruits de fusils, de mitraillettes quoi. Hein. Ça je m'en rappelle bien. Et une fois, la cour intérieure là a été attaquée. Il y avait cette cour intérieure, il y avait une grande porte en bois bien solide. Elle a été attaquée et il y avait les femmes derrière et les enfants. On était derrière, quoi. Les voisines, en fait. Voilà, les voisines et les enfants. On était à l'intérieur de la cour, la porte était fermée. Il y avait des gens qui essayaient de forcer la porte, quoi. Ça, je m'en rappelle bien. Et finalement ? Et ben après, ils ont dû partir parce qu'ils n'ont pas réussi. Ce jour-là, je pense qu'il y a une patrouille qui passait et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ah, qu'ils sont partis. Elle t'a dit, maman ? Ah ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous souvenez de vos parents qui vous expliquent que vous allez partir et déménager ? Je me souviens pas du tout. Non, ça non plus. Non. Je me revois dans l'avion, mais pourquoi on partait non. Marilyn et ses parents ont quitté l'Algérie définitivement en 1961. La même année est créée l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. Elle structure les différents mouvements proches de l'extrême droite qui luttent pour la défense de l'Algérie française. En octobre 1961, une manifestation des Français musulmans d'Algérie à Paris est sévèrement réprimée par la police. Des dizaines d'Algériens sont jetés dans la Seine. L'OAS revendique de nombreux attentats en France et en Algérie pendant cette année 61. En décembre, des manifestations en France contre l'OAS et pour la paix font des centaines de blessés. Les événements d'Algérie, comme on les appelle, débordent et affectent directement la France métropolitaine et Paris. Début 1962, le maire de Tiarette, M. Djilali Kadari, est assassiné, probablement par le FLN. J'imagine que cet événement a dû chambouler la famille, dans la mesure où mon arrière-grand-père Maurice avait été un de ses conseillers municipaux. D'après un article du Monde daté du 20 février 1962, M. Kadari appartenait au Rassemblement démocratique algérien.
Ce mouvement prônait notamment, je cite, « une représentativité exclusive du peuple algérien par le GPRA, le bras politique du FLN, une cohabitation harmonieuse des populations dans l'Algérie nouvelle, où les Européens auraient leur juste place, et une coopération sincère et féconde avec la France. » Bref, ces positions étaient assez éloignées de celles des indépendantistes radicaux. La guerre continue, mais en secret, la France a décidé de négocier avec le FLN. En mars 1962, les accords d'Évian sont finalement signés. Dès le 19 mars, l'armée française et le FLN doivent appliquer un cessez-le-feu. En juillet 1962, les Algériens approuvent leur indépendance par référendum. C'est la fin de 7 ans de conflit armé. Des deux côtés de la Méditerranée, on n'est pas d'accord sur le bilan humain. Il est de toute façon inouï. On parle d'au moins 1 demi-million de morts et de plus de 3 millions de déplacés. Côté français, les appelés du contingent représentent 1,2 million de jeunes hommes mobilisés. En termes de vocabulaire, le conflit est toujours officiellement désigné comme une opération de maintien de l'ordre. Il faudra attendre juin 1999 pour que le Parlement français entérine l'existence d'une guerre d'Algérie. En 2022, une loi reconnaît le statut des harkis, ces supplétifs algériens de l'armée française. Et surtout, la loi reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions d'accueil et de vie indignes des harkis qui ont réussi à fuir l'Algérie au moment de l'indépendance. Début janvier 2024, dans le cadre de cette loi, 11 588 personnes ont été indemnisées. On parle d'un conflit qui a eu lieu il y a 60 ans, mais qui nourrit donc encore l'actualité. Revenons dans les années 60. Je disais que ma famille avait été relativement épargnée par le conflit. Il y a quand même eu un cousin qui a disparu. Il s'appelait Noël Clavel. Effectivement, il apparaît bien auprès du ministère des Affaires étrangères françaises dans le registre des personnes disparues, décédées ou présumées décédées. Personne n'a jamais réussi à savoir ce qu'il s'était passé. Œuvrer à la publication d'un guide des disparus, c'est une des recommandations du rapport de l'historien Benjamin Stora de 2021. S'il y fait référence, c'est que les disparus de ce conflit représentent des dizaines de milliers de personnes, Algériens et Européens, et autant de familles endeuillées qui n'ont pas eu accès à la vérité et encore moins au lieu de sépulture. Joseph, le frère de mon grand-père, a évoqué avec moi ce cousin disparu, ainsi que ses années de service militaire pendant la guerre d'Algérie. Et justement, tout à l'heure, t'as parlé de Noël Clavel. En fait, j'ai compris que Noël, c'était le nom du cousin qui travaillait à la jumenterie à Tsareth et qui avait disparu. Oui. C'est la même personne ? Oui. Et il avait été à Alger pour amener je sais pas quoi, et il a été enlevé par on suppose par le FLN, et on l'a jamais retrouvé. Et ça, tu te souviens quand c'était à peu près ? C'était après, au moment de l'indépendance, là, de 62, je crois que c'est même après l'indépendance. Enfin, moi, j'y étais plus déjà en Algérie. D'accord. Et tu sais si lui, il avait des prises de position particulières non, je pense pas, lui. Non. Lui, il était comme... il devait être neutre. Là, lui, enfin, comme on dit... Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Je crois. Au contraire, lui, surtout à la jumenterie, il travaillait, la plupart c'était tout avec des musulmans, avec des arabes. Je pense que lui. Mais lui, il a été enlevé. Ils sont tombés sur lui comme ça. Et donc, après 18 ans, qu'est-ce que tu as fait ? Après, j'ai attendu, puis après, je suis parti à l'armée, j'avais 20 ans. En 59, je suis parti à l'armée. J'ai fait les classes à Oran pendant 4 mois. Et puis après, j'étais du côté de Tlemcen. C'était dans l'artillerie, j'étais radio. Quand on crapahutait, ça arrivait, pas tous les jours, mais j'avais un poste de 20 kilos sur le dos pendant toute la journée. Et puis j'étais à côté de l'officier ou le gradé qui commandait Et là, je suis resté un peu, en gros, 6 mois. Et après, j'étais dans une arca. Donc là, il y avait des Arabes, des musulmans qui avaient choisi la France. On était 2 ou 3 Européens, puis une vingtaine
mais eux ils habitaient, enfin ils avaient leur maison sur place et puis leur femme et puis nous, nous on avait des petites pièces et on n'était pas loin où j'étais quand j'étais radio. Après bon j'étais à l'Arcade mais c'était pas loin, on était peut-être à 1 kilomètre. C'est eux qui nous amenaient à manger, enfin aux 2 ou 3 Européens qu'on était, ils nous amenaient à manger. Mais alors ça servait à quoi cette arcade? Il y avait des opérations à faire pour essayer de trouver le FLN. Là, ce que nous on faisait, on partait le soir, à une dizaine, et on partait la nuit, on crapahutait pendant 24 heures et on rentrait le soir pour essayer de tomber sur la partie adverse. Mais bon, nous, soit on n'était pas doués ou quoi. Les harkis, des fois, ils jouaient le double jeu. Des fois, ils donnaient des renseignements à l'adversaire. Bon, le principal, c'est que personne nous a tiré dessus. Et puis, bon, alors là, je vous aurais fait voir ma chambre. C'était une pièce 3 fois plus petite que ça. Il n'y avait pas de fenêtre, rien. Donc ça devait être, je sais pas, 3 mètres carrés la pièce? Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. C'était. Enfin, bon. Puis là, bon, pareil, je suis resté peut-être 7-8 mois. Et après, on a déménagé, on a été plus près de la frontière marocaine. Tous les musulmans qui étaient éparpillés un peu dans la nature, là, qui avaient une maison ici, ils les regroupaient tous dans un village. Et ils avaient chacun leur maison. Enfin, leur maison, c'était pas de grand luxe. Hein. J'ouvre une parenthèse ici pour expliquer que Joseph a certainement été placé dans un camp de regroupement. Il y en a eu plus de 2000 en Algérie. Ce sont des camps où l'administration et l'armée française avaient regroupé les populations rurales. Environ 2 300 000 personnes, soit un quart de la population du pays. En fait, les zones rurales étaient identifiées comme des lieux de soutien potentiels du FLN et des endroits où les combattants pouvaient se cacher. Elles sont donc pour une grande partie devenues des zones interdites. Il était tout simplement interdit d'y pénétrer. Déplacer les populations rurales et les mettre sous contrôle de l'armée participait donc à la lutte contre les insurgés du FLN. Le déplacement de plus de 2 millions de personnes dans des camps a engendré des situations sociales, sanitaires et économiques terribles. Ce que décrivent de nombreux historiens aujourd'hui, ce sont aussi des conséquences à long terme. Couper cette population rurale de sa terre et la rendre dépendante des politiques publiques a affecté durablement les structures de la société rurale et paysanne. Mais rendons la parole à Joseph. Et ils étaient là, nous on était 5-6 militaires pour s'occuper d'eux. Alors il y avait 2 instituteurs, les instituteurs, il y en avait peut-être un qui avait peut-être les diplômes, l'autre il y avait un infirmier. Et puis, c'est moi qui étais le responsable des sites, j'étais brigadier chef, hein, c'est pas un gros. Alors on s'occupait de. Alors quand ils voulaient sortir, les Arabes là, qui voulaient sortir, aller travailler leur terre, oui. Alors délivrer un laissez-passer, comme quoi ils avaient le. Puis après le soir, quand ils rentraient, ils nous rendaient ça, c'est tout, on s'occupait que. Alors là, bon. C'est souvent que je buvais le café avec eux, enfin le café, pas le café, c'est le thé, ou des fois ils m'invitaient à manger le couscous. Raymond, du coup, il a fait son service militaire en même temps que toi, plus ou moins, non? Un peu avant, non, on avait 3 ans d'écart. Mais lui, par contre, il en a bavé à l'armée, lui. Lui, il était dans du Constantinois et tout, d'ailleurs, il a été blessé. Oui. Pourquoi tu dis qu'il en a bavé? Parce qu'il était dans un régiment il crapahutait beaucoup, et puis ils accrochaient souvent avec les FNN, quoi, avec l'armée adverse, quoi. D'accord. Enfin, lui, il m'en a pas parlé, mais enfin, vu le régiment qu'il était, puis bon, le Constantinois, il y avait plus d'accrochage et tout, quoi. D'accord. Vous parliez pas de ces choses-là à la maison? Non. 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 Et quoi? Il n'y en a aucun. Enfin, moi, je n'ai pas souvent ce que j'ai raconté
À la maison, ce que j'ai fait, enfin, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais enfin, j'ai jamais parlé. En fait, tu as été appelé en mai 59 à 20 ans. Donc, quand je suis sorti au mois de juillet, ouais, ça fait 27 mois, ouais, en gros, ouais, 27 mois. Et donc après ça, tu rentres tu arrêtes Oui, j'ai travaillé à la ferme pendant 1 an. Et à ce moment-là, quelles sont les relations avec tes voisins arabes? Oh, bien, bien. Il n'y a pas de changement, toujours pareil. Ouais. Non, non. Toi, tu n'as pas senti de changement avant non. et après ton service militaire? Non, non. D'accord. Nous, à Fédherbe, on ne s'est pas rendu compte enfin, il n'y a eu rien de changé pendant tous ces événements. Hein. Bon, à part qu'il y avait des militaires qui étaient stationnés à Fédherbe, mais sinon, nous, on n'a jamais été perturbés par. D'accord. Bon, à Thierrette, il y a eu 1 ou 2 attentats, mais ça nous a pas. Enfin, moi, ça ne m'a pas perturbé. Ça a bien dû un peu perturber, quoi. Il y a Fernand et Raymond, bon, ils sont partis en 60 ou 61. Bon, c'est qui bien, ça a dû un peu les perturber. Et puis, puis il y avait d'autres familles européennes qui habitaient Fédherbe qui sont parties aussi. Au mois de juin 1962, j'ai pris l'avion à Oran, puis je suis arrivé à Marseille. Puis après, j'ai pris le train. J'ai été à Annecy chez Léon et Arlette. Quoi, eux, ils étaient venus 1 an avant. Et pourquoi tu es rentré en juin 1962? Pourquoi tu as pris cet avion? Ben, moi là-bas, en Algérie, j'avais aucune profession. Enfin, ils se doutaient qu'ils étaient obligés de partir. Alors mon père, il a dû se dire, bon, pars, et puis il m'a demandé mon avis, j'en sais rien, le problème. C'est parti, et puis. Joseph, sur les recommandations de son père, est parti en France. Mais il ne se souvient pas exactement d'un élément déclencheur de son départ d'Algérie. Ma mère, mes oncles et tantes non plus ne se souviennent pas d'un élément déclencheur du départ. Visiblement, personne ne leur a dit « Voilà, on va vous envoyer en France, bientôt on va vous rejoindre, on va tous aller habiter là-bas dans une nouvelle maison, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » Ça m'a toujours étonnée. Comment se fait-il qu'on ne leur ait jamais rien expliqué? Est-ce que tu te souviens, donc vous êtes partis, les enfants, sans les parents? Oui, tu as vu que nos parents ils nous ont un peu expédiés pour nous mettre un peu en sécurité. Ouais. Alors moi j'étais plus grand, j'étais à Thônes. Mais avant ça, est-ce que tu te souviens, ils t'ont expliqué quelque chose, tes parents? Non, rien. Rien? Non. Okay. Non, je me souviens qu'ils nous ont mis dans l'avion et que Fernand nous a récupérés je ne sais plus, à Lyon sûrement, je ne saurais pas dire à quel aéroport. Hein. Après, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Ça s'est fait plusieurs fois, parce qu'entre-temps, de temps en temps, on retournait là-bas. Parce que ça durait au moins 2 ans, là, cette histoire où on était en France, et tes parents en Algérie. Ouais. D'accord. Je pense que ça durait quasiment 2 ans. Ouais. Et oui, on venait en avion à chaque fois. Hein. Donc tu as fait plusieurs voyages en fait? Oui. Okay. Et tu sais pourquoi ils sont restés tous les deux en Algérie? Comment ça, rester tous les deux? En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment votre maman, elle a dit... Elle a accepté de se séparer de ses 4 enfants. C'était une autre époque. Hein. À l'époque, c'était l'homme qui décidait, basta. D'accord. Ouais. Et mon père, il voulait pas se séparer de sa femme. Ok. Ouais. Et ma mère, elle a accepté. Je pense que si elle avait eu vraiment le choix, elle aurait choisi d'accompagner ses enfants. Mais elle n'avait pas de choix. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. C'était une autre époque. Hein. Oui. Mais ça a dû être dur pour les deux, en fait. Oui. Ouais. En fait, moi, j'aimerais comprendre à quel moment tu as compris qu'il y avait des événements et que ça commençait à être tendu. Est-ce que tu as senti cette tension? Oui, on grandissait là-dedans, il ne parlait que de ça. En plus, à la maison, on logeait des militaires. Il y avait une caserne juste à côté. Mais les officiers, ils étaient logés un peu chez l'habitant. Et tous les volets de la maison, ils étaient doublés en blindage. Ils étaient blindés. Et tous les soirs, mon père il faisait le tour. Il fermait bien tous les volets, bien accrochés, avec les volets blindés. Et tiens, un truc qui me revient, c'est que quand on allait se promener un peu des fois chez les uns, parce qu'on partait voir de la famille quand même, je sais pas, voir ma grand-mère ou voir des enfants, des amis.
Et mon père, quand on partait dans sa voiture, il avait mis un pistolet dans la boîte à gants. Ça m'a marqué. Ça n'aurait pas servi à grand-chose, mais bon. Ah oui, donc toi, tu as senti ce climat. Oui, ouais. Et il y avait de temps en temps, il y avait des montées de pression un peu dans le village, quoi. Mais surtout vers la fin. Au début, non, mais surtout vers la fin. D'accord. Des choses que vous ne pouviez pas faire, par exemple, comme en tant qu'enfant? Non, franchement, ils nous ont jamais empêchés de nous balader dans le village. Mais par exemple, un soir, il y avait soi-disant qu'ils avaient vu des gens de l'OAS rentrer chez Geneviève, je ne sais pas si tu te souviens. Et Geneviève, la sœur de Madeleine. Je me souviens de nom, oui. Ouais. Et donc, ils sont descendus à 30 ou 40 ou 50 Arabes en disant « Ouais, il y a l'OAS qui est caché là, il y a l'OAS qui est caché là ». Donc l'armée, ils ont été obligés de venir, de calmer un peu tout le monde. Et ils ont fouillé la maison pour leur montrer qu'il n'y avait rien, quoi. Parce que chez nous, il n'y a pas eu d'OAS ou d'attentats ou des choses comme ça, tu vois. C'était vraiment très calme. Et après, au moment du vote aussi, quand il y a eu le fameux vote pour l'indépendance, oui, il y avait une vraie tension là. Et je me souviens quand le résultat du vote est tombé, les défilés, des grands défilés des voitures et tout, avec les Arabes, les drapeaux et tout, qui étaient contents, qui criaient Yahya Djezaïr. Et alors, il y avait deux trucs. Il y avait les Arabes qui criaient Yahya Djezaïr et les Français qui disaient Algérie française. Donc, ça c'était pas les mêmes tons. Donc, avec les voitures, tu faisais comme ça. Les Arabes, ils tapaient ta. Et les Français tapaient ta. Tu comprends? Et ça reste. Ouais, ça reste. C'était l'accent des voitures. J'ai mis du temps à comprendre. Mais si mon grand-père et ma grand-mère n'ont jamais expliqué à leurs enfants pourquoi ils les envoyaient en France, c'est parce qu'ils ne comptaient pas du tout partir d'Algérie. Ils ont envoyé leurs enfants en France pour les protéger le temps que la situation sécuritaire s'améliore. Il nous paraît logique aujourd'hui que les Pieds-Noirs fuient vers la France. Mais quand on lit le texte des accords d'Évian, il prévoyait que les Pieds-Noirs puissent rester. Il est stipulé que pendant les 3 années suivant le référendum sur l'autodétermination, les Pieds-Noirs bénéficieront de plein droit des droits civiques algériens et seront considérés de ce fait comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens. Au terme du délai de 3 ans, ils acquièrent la nationalité algérienne par une demande d'inscription sur les listes électorales. Il est spécifié également que leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure des dépossessions ne sera prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée. Au moment des accords d'Évian, beaucoup d'Européens sont déjà partis. En mars 1963, leurs biens vacants sont intégrés au domaine public algérien. Et qu'en est-il des biens des Pieds-Noirs qui sont restés après l'indépendance? Le premier article du décret présidentiel du 1er octobre 1963 stipule « Sont déclarés biens de l'État les exploitations agricoles appartenant aux personnes physiques qui ne jouissent pas de la nationalité algérienne. » Comme mon grand-père n'avait pas entamé les démarches pour devenir algérien, son exploitation allait être nationalisée. Il était resté en Algérie avec son père et un de ses frères. Ils avaient assuré la récolte de 1963 avec l'aide d'ouvriers algériens. À la suite du décret, donc, mon grand-père a réalisé l'inventaire du matériel et des bâtiments avec le consulat français, les autorités algériennes et un expert. J'imagine que c'est justement cette estimation qui a servi plus tard au calcul des indemnisations. Je me souviens très exactement de mon grand-père qui me raconte qu'un matin, très tôt, ça devait être fin 1963 ou début 64, les autorités algériennes sont arrivées devant sa maison. Elles ont emporté tout le matériel qui pouvait être déplacé. Et ce jour-là, il a quitté l'Algérie.